Hello, je m'appelle Marc Cerny, le leader technique de la PS5. Vous avez vu, j'ai fait une nouvelle couleur, hein? Mais voilà, le problème c'est que c'est un peu raté, j'ai pas l'impression d'être vraiment jeune, vous voyez ce que je veux dire? Je voulais faire comme le patron de Nvidia, ou alors comme Phil Spencer, un peu jeune, vous voyez? Eh bien non, c'est raté, c'est nul, je sais plus comment faire. Et en plus j'ai mis mon t-shirt exprès, alors que le patron de Xbox il a un super t-shirt, mais moi il est tout délavé. Je l'ai passé à la machine, 80 degrés, et voilà le résultat. Alors comme ça j'ai appris que Marc Cerny voulait m'imiter. Écoute mon petit, prends des cours. T'as ni le blouson, ni la coupe de Mike Jagger, donc t'es direct disqualifié. Dis Phil, t'as vu que Marc Cerny il trouve tes t-shirts super chouettes, il a l'air de kiffer tes t-shirts, hein? Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Je dois t'avouer que là j'ai été surpris, mais écoute, s'il veut, je peux lui en vendre quelques-uns, comme ça il pourra les mettre durant la prochaine présentation sur la PS5 par exemple, et ça va faire le buzz. Je suis sûr que ça va cartonner. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Alors on va parler de Tim Sweeney qui voudrait, vous savez, le patron d'Epic Games qui voudrait unifier les stores. On va parler aussi de RTX 4000 Nvidia, il y a des infos intéressantes dessus. On va parler aussi d'Intel avec un labo secret, c'est 01net qui a lâché cette information. Bon, mais s'il lâche cette information, c'est que c'est pas très secret en fait le labo, mais on va en parler. On va également parler de GTA Trilogy, et oui, GTA Trilogy fait encore parler de lui. Et on va parler aussi, bien entendu, et surtout de l'interview très intéressante de Marc Cerny. Marc Cerny a fait une interview vidéo, je mettrai le lien en description, bien entendu. Et cette interview est très intéressante car il dévoile plein de choses sur la technique, sur comment ils ont développé la PS5, qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre dedans et pourquoi ils ont mis tel et tel item dedans. On va revenir dessus et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors pour commencer, actuellement je joue à différents jeux, comme je vous ai dit, je joue à League of Legends et j'étais très content car j'ai fait une partie avec Miss Fortune où j'ai cartonné, et oui on a gagné et en plus j'étais top 1 dans l'équipe, ça m'a fait extrêmement plaisir. Bon en fait j'ai aucun mérite, je vous explique, je suis tombé face à un adversaire, j'étais en ligne du milieu parce que je sais pas pourquoi on n'a pas voulu que je sois en ligne du bas, eh bien tant mieux, j'étais en ligne du milieu, la ligne du milieu, et j'ai lutté contre un adversaire qui malheureusement n'était pas très au point, il ne connaissait pas vraiment le jeu et donc ça a été très facile pour moi de monter rapidement de niveau. Ça ne se passe pas comme ça toujours, je vous rassure. Mais voilà, c'était le petit clin d'œil sur LoL, sur League of Legends, vis-à-vis, vous savez, de la série Arcane League of Legends que je vous conseille toujours vivement. GTA Trilogy refait parler encore de lui, et oui, GTA Trilogy. Donc, bah, toujours pareil, il y a tellement de bugs qu'ils ont décidé de repousser la version PS4, Xbox et Switch à plus tard, en particulier PS4 et Xbox dans 15 jours, c'est-à-dire mi-décembre, au lieu d'être début décembre, c'est mi-décembre qui va sortir, et surtout la Switch, ça va être repoussé en 2022, on ne sait pas quand. C'est pour vous dire la liste de bugs qu'il y a dedans. Et bien écoutez, je m'étonne, moi très fortement, même si Rockstar bien entendu est une très grande boîte, hein, ils ont fait des très grands jeux en open world en particulier, je m'étonne quand même qu'ils n'aient pas vu tous ces bugs. 110 bugs, on parle de plus de 110 bugs encore à corriger, c'est juste énorme. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis très étonné qu'ils aient sorti un jeu aussi mal anticipé avec tant de bugs à l'intérieur. Tim Sweeney, oui Tim Sweeney, le patron d'Epic, dit donc qu'il veut un store unifié. Un store unifié, c'est-à-dire grosso modo, bah, il aimerait unifier tous les stores. Steam, pourquoi pas, avec Epic Games, avec PlayStation, avec bien entendu Nintendo, avec Microsoft. Eh bien écoutez, je n'y crois pas du tout, honnêtement, et en plus je dirais il ne faut pas. Pourquoi je dis il ne faut pas? Parce qu'effectivement on pourrait dire c'est très bien d'unifier des stores. Ça permettrait d'avoir une lisibilité un peu plus grande et d'arrêter ces chamaillades, on va dire, entre les différents stores. Oui, mais c'est justement les oppositions entre les stores qui permettent d'avoir de la concurrence. C'est un peu comme si Nintendo, par exemple, et PlayStation disparaissaient, qu'il ne restait que Microsoft, ou inversement, que PlayStation ou que Nintendo. Ce serait un peu les rois du monde côté console. Non, il faut de la concurrence. La concurrence a toujours été sain, je l'ai dit souvent, et je continue à le penser. Nvidia, AMD, par exemple, Intel qui rentre dans le jeu, par exemple, des cartes graphiques, etc., etc. Donc non, les stores doivent rester séparés, ça permet une concurrence et donc d'avoir des jeux gratuits, d'avoir des offres promotionnelles un peu plus intéressantes. Alors une info sur un article que j'ai lu du 01net sur un soi-disant labo secret d'Intel qui serait au Costa Rica. Bon, mais s'il est tellement secret, il ne serait pas apparu sur le 01.net, en l'occurrence. Mais c'est pas grave, ce labo est très intéressant, c'est un labo qui sert à quoi? Eh bien, à faire des tests
en cas de problème, en particulier de faille de sécurité. Ils ont plus de 3000 configurations, pièces et logiciels à l'intérieur de ce labo, et c'est assez marrant comme c'est configuré, c'est-à-dire qu'il y a un technicien, enfin il y a quelques techniciens parce qu'ils tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a quelques techniciens à l'intérieur qui vont en fonction des demandes extérieures, c'est-à-dire que les ingénieurs qui vont tester les configurations, les failles de sécurité ne sont pas sur place, ils sont dans d'autres pays, mais ils vont demander à ces techniciens de monter la configuration qui est susceptible d'avoir des problèmes, un problème par exemple de sécurité, une faille de sécurité identifiée, et ensuite ils vont la tester à distance. Ce labo d'ailleurs va doubler tellement il est utilisé en permanence à peu près par 25 ingénieurs. Info intéressante aussi côté Nvidia RTX 4000, on en parle beaucoup, et bien écoutez, il y a des infos, des leaks qui sont apparus, apparemment, je dis bien apparemment, on aurait pour la RTX 4090 qui va venir, 18 432 Q d'accord, au lieu de 10 496 actuellement sur la RTX 3090, et la fréquence, au lieu d'être de 1.7 GHz en boost, serait entre 2.3 et 2.5 GHz. Ce qui fait que quand on calcule tout ça, en ne prenant en plus pas en compte l'architecture, on en parlera après, on aurait 2,6 fois plus de puissance sur cette nouvelle carte graphique à venir, c'est-à-dire qu'on passerait à peu près de 36 teraflops à plus de 93 teraflops, c'est juste monstrueux. Autre info hyper intéressante, visiblement, il fabriquerait la carte chez TSMC, je vous l'avais dit dans de précédentes vidéos, effectivement, Nvidia voulait se positionner chez TSMC parce que pour eux, Samsung ne va pas assez vite, assez loin dans le process. Et donc TSMC, 5 nanomètres, les cartes RTX 4000 seraient faites en 5 nanomètres chez TSMC. Coup dur quand même pour Samsung, entre parenthèses. Et pourquoi ils font ça? Eh bien parce que côté consommation, par contre, ça va exploser. Et oui, on est à 350 watts de TGP actuellement pour la RTX 3090. Si ils étaient restés en 8 nanomètres, avec ces 2.6 d'augmentation de puissance, sans tenir compte de l'architecture, on en parlera après, on serait à peu près à 970 watts. Imaginez 970 watts la carte graphique, c'est juste impossible. En passant en 5 nanomètres, en plus probablement le 5 nanomètres optimisé TSMC, on gagnerait à peu près 40% de consommation vis-à-vis du 8 nanomètres Samsung. Ce qui fait qu'on tomberait à peu près à 580 watts. Attention, 580 watts de TGP pour la RTX 4090. Alors comment ils vont faire pour baisser encore cette valeur? Eh bien grâce à l'architecture. Et oui, l'architecture des RTX 4000 ne sera pas la même que l'architecture des RTX 3000. Et c'est un peu comme le RDNA, RDNA 2, 50% de consommation en moins pour une puissance égale. Et bien probablement que la nouvelle architecture permettra un gain significatif qui devrait faire baisser le TGP de cette carte à 400-450 watts minimum quand même. Je vous rappelle, on en a beaucoup parlé. Question consommation, c'est pas top chez Nvidia. Et maintenant les amis, on va passer au sujet principal. Le sujet principal, c'est Marc Cerny, son interview très intéressante parce qu'il a décortiqué un petit peu comment a été pensée la PS5, décortiqué comment a été fabriquée la PS5 ensuite, et on va dire aussi quelques petites révélations assez intéressantes. Mais avant tout, tout ce que je vais dire, c'est subjectif. C'est mon ressenti vis-à-vis de ce personnage, vis-à-vis aussi, je vais un peu parler de Jim Ryan, de Phil Spencer. C'est subjectif, c'est-à-dire que je ne me suis pas tapé une bière avec Phil Spencer, Marc Cerny ou Jim Ryan, ce ne sont pas mes amis, et même quand on a un ami, d'ailleurs, on ne le connaît pas totalement, donc bien entendu, je peux me tromper sur les personnages. Ceci dit, avec l'âge, avec 30 ans de métier, plus de 30 ans de métier, 13 métiers différents, 18 responsables différents, des équipes différentes, petit à petit, vous apprenez à connaître les gens, et j'ai une certaine sensibilité, une empathie ou plus ou moins avec un personnage ou un autre, pour me dire, ok, là il dit la vérité ou pas, en fonction de la gestuelle, en fonction aussi de ses actions et de ses prises de parole. Et qu'est-ce que je peux dire sur Marc Cerny? Eh bien que Marc Cerny, c'est un geek de la technique, et oui, ça se sent, rien que dans cette interview, ça se voit sur ses mimiques, sur sa façon de parler, sur son plaisir de parler et de décortiquer tout ce qu'il a entrepris avec ses équipes, parce qu'il ne faut pas oublier ses équipes, sur la PS5. J'avais d'ailleurs fait précédemment une vidéo, Marc Cerny, Phil Spencer. J'avais assez juste sur Marc Cerny déjà à l'époque, puisque je le voyais un petit peu entre guillemets comme un geek technique hyper qualifié. Et en face, il y avait bien entendu Phil Spencer qui était plutôt, on va dire, dans le business, dans le patron Xbox, avec bien entendu une stratégie pour Xbox, une stratégie qu'on voit qui est intéressante et qui a l'air de très très bien marcher, mais moins technique, c'est évident. Ceci dit, sur Phil Spencer, je précise, je me trompais un peu, je le prenais vraiment un petit peu comme le businessman américain, vous savez, et en fait, non, c'est un vrai gamer, c'est un vrai joueur, c'est probablement d'ailleurs des trois, je peux me tromper bien entendu, mais Marc Cerny, Phil Spencer, Jim Ryan, c'est probablement des trois celui qui joue le plus, selon moi.
moi et qui prend le plus de plaisir à jouer. Je me l'imagine d'ailleurs, Phil Spencer un petit peu comme moi, un vieux geek entre guillemets, c'est-à-dire que devant un certain jeu, il prend le sourire, il prend la banane tellement il est surpris ou tellement il se fait surprendre par des adversaires ou par la qualité du jeu auquel il joue. Mark Cerny, c'était un joueur aussi, il ne faut pas l'oublier. C'était surtout un développeur de jeux. Marble Madness, par exemple, en 1984, il a fait d'autres jeux, il l'a précisé, comme Crash Bandicoot. Il a participé aussi à Marvel Spider-Man. Bref, il a participé à la conception et au développement de jeux. Il dirigeait d'ailleurs un studio de développement à un moment donné. Donc c'est quelqu'un qui connaît énormément le jeu, mais surtout le développement. Mais lui, je crois que c'est plutôt le côté technique qui l'intéresse, le côté technique, effectivement, architecture de console et aussi, bien entendu, tout le développement, le côté technique dans le développement. Quant à Jim Ryan, je ne vais pas en parler beaucoup parce que je connais moins le personnage. Mais effectivement, des trois, on va dire, c'est celui qui ressemble plus au patron d'entreprise, qui prend des décisions pas forcément mauvaises. On n'est pas obligé de connaître à fond le jeu vidéo, on n'est pas obligé de connaître à fond, bien entendu, l'architecture des consoles. Il suffit d'être bien entouré. Par exemple, côté architecture console, il est entouré par Mark Cerny, ce qui est assez intéressant pour lui. Mais il faut prendre les bonnes décisions au bon moment, il faut avoir une vision stratégique. Aidé par des équipes compétentes, mais avoir une vision stratégique forte et puissante qui puisse permettre, bien entendu, de faire avancer l'entreprise et en particulier le nom de PlayStation. On verra si dans l'avenir, Jim Ryan a cette vision. Il a commencé avec PlayStation PC, PlayStation Mobile, je vous en ai parlé. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que surtout il aura d'autres idées pour aller au-delà? On verra dans l'avenir. Alors tout de suite, on va décortiquer maintenant les propos de Mark Cerny. Alors déjà, il a commencé en disant que la conception d'une console, et c'est très intéressant, puisqu'il a dévoilé ça, mais on le savait un peu, mais c'était un remue-ménage, c'est-à-dire grosso modo, ils ont fait plusieurs réunions autour d'une table en balançant des idées comme ça, sur un tableau, sur un paperboard probablement, en essayant de trouver qu'est-ce qu'on va mettre dans la console, qu'est-ce qui va être intéressant par rapport à la précédente génération, PS4 et PS4 Pro en l'occurrence. Et qu'est-ce qu'a fait ensuite Mark Cerny? Eh bien, il est allé voir les développeurs, c'est ça le plus important. C'est ce qu'il a dit, il l'a répété d'ailleurs plusieurs fois dans la vidéo. Il est allé voir les développeurs, étant lui-même avant développeur, et il a dit, je voulais absolument avoir l'avis de tous les développeurs, surtout les plus difficiles, ceux qui sont un peu récalcitrants à la PS4, à PlayStation, pour avoir leur avis, qu'est-ce qu'une console doit avoir pour finalement peut-être être l'équivalent d'un PC entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est allé voir des développeurs de tous bords, dont des développeurs qui ne développaient peut-être que sur PC à l'époque. Et il leur a dit, qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous développiez sur console? Et par exemple, Tim Sweeney, et oui, le patron de Epic Games, il a dit, eh bien écoute, il y en a marre des HDD, des disques durs classiques, c'est un vrai boulet pour les consoles, et même pour les PC, entre guillemets. L'histoire des escaliers qu'on doit mettre, des portes qu'on doit mettre, des couloirs qu'on doit mettre juste pour faire des temps de chargement, ça suffit. Alors c'est assez marrant parce que Mark Cerny d'ailleurs il a fait une petite anecdote en disant que lui il aimait beaucoup dans Spider-Man Marvel le passage obligé dans le métro pour Spider-Man le temps des chargements. Bon, c'était un petit clin d'œil. Et donc il a expliqué, Mark Cerny, c'était en 2017-2018, c'était le début finalement de la conception de la console, qu'il a pensé tout de suite à un SSD. Et on lui a demandé, les développeurs lui ont demandé un SSD de au moins 1 gigaoctet seconde, ce qui en 2017 était quand même assez exceptionnel. Et bien Mark Cerny il a dit non, parce que la console sortira en 2020, et d'ici là, bien entendu, les SSD seront beaucoup plus rapides. Et donc il a décidé de faire un SSD de 5 à 10 fois plus rapide, mission accomplie, on peut le dire. Passage très intéressant aussi avec le SSD, avec le Integrate IDE, c'est quoi? Eh bien c'est le Kraken. C'est la puce qu'ils ont développée spécifiquement pour faire de la compression en temps réel, invisible en théorie bien entendu, invisible en temps de process, c'est-à-dire que grosso modo c'est quasiment immédiat en compression et décompression. Ils ont fait ça pour que les développeurs n'aient plus à s'occuper des compressions et décompressions d'assets, c'est très compliqué à gérer pour les développeurs, et ainsi c'est tout géré matériellement, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Ainsi il explique que par exemple sur Subnautica, un petit jeu, eh bien ils sont passés sur PS4 de 14 Go sur le disque dur à 4 gigaoctets sur le SSD en place. Ça prend beaucoup moins de place sur le SSD grâce au Kraken, grâce à la compression Kraken. Ils ont expliqué également que pour Control Ultimate Edition, ils sont passés à peu près de 50 gigaoctets sur PS4 à 25 gigaoctets sur PS5. Et pour Spider-Man Miles Morales, il a expliqué, Mark Cerny, également qu'ils étaient à peu près pareils entre PS4 et PS5. Oui, mais attention, sur PS5, les textures, c'est de la haute définition, beaucoup plus de textures, beaucoup plus d'effets lumineux, le ray tracing, et j'en passe, beaucoup plus de personnages, donc beaucoup plus de volumétrie en théorie.
Il a parlé également du CPU, le CPU AMD qui est à l'intérieur de la PS5. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a expliqué que finalement, si on avait un CPU ultra puissant, un seul cœur suffirait. Et oui, mais il a expliqué que justement ça ne suffisait pas parce que le CPU gère plein de choses, comme je vous l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos, les collisions, les animations, toute l'intelligence artificielle et même une partie de l'audio, etc., etc. Et donc il a dit, il fallait un CPU multicœur, 8 cœurs, c'est pour ça qu'ils ont choisi 8 cœurs. Alors certains développeurs lui ont demandé à l'époque, oui mais il nous faudrait 16 cœurs pour pouvoir gérer plus de choses. Par exemple, vous savez, Cyberpunk 2077, la faille de Cyberpunk 2077, c'est principalement sur le CPU. C'est très gourmand avec le CPU dû au nombre d'animations, au nombre de personnages qu'il y a dans les rues, en l'occurrence de Night City. Eh bien, il a dit oui, mais si vous faites ça, je vais devoir diminuer la taille du GPU. Et là, les développeurs ont dit, oh là là, sûrement pas, le graphisme, c'est quand même le plus important. Côté GPU, c'est encore plus intéressant parce qu'il a expliqué, bien entendu, les 10 teraflops, les 2.23 GHz, mais surtout que c'était une soupe de fonctionnalités intégrée en hardware à l'intérieur. C'est du RDNA2, mais custom PlayStation, un petit peu comme côté Microsoft, différemment. C'est-à-dire qu'ils ont intégré plein de fonctionnalités qui normalement se font en soft, ils les ont intégrées dans le hardware pour que le développeur n'ait pas à programmer plein de lignes de code, mais qu'il fasse appel à une fonction directement. Ça a beaucoup d'avantages, la puissance, la vitesse, la consommation aussi, moins de cycles d'horloge, mais ça a un gros défaut, on va en parler après, avec la rétrocompatibilité. Petit clin d'œil au passage à Nanit, Epic Games, toujours pareil, avec bien entendu Unreal Engine 5 qui va bientôt arriver, et Nanit qui est intégré dans Unreal Engine 5, il a expliqué qu'effectivement, cette technologie qui permettait, plus vous vous approchez d'un objet, plus le nombre de triangles élémentaires qui va le composer va être grand. Grosso modo, si c'est un objet qui est loin, il y a moins de définition que si l'objet est près de vous, ce qui est logique, c'est naturel, c'est comme ça dans la nature aussi. Eh bien, cette technologie est optimisée en plus par le GPU de la PS5. Ils ont un peu travaillé en collaboration visiblement avec Epic Games également sur Unreal Engine en particulier. Il ne s'est pas défaussé de la rétrocompatibilité, vous savez, un petit peu entre guillemets le maillon faible de la PS5. Il a expliqué que c'était excessivement dur de faire de la rétrocompatibilité avec la PS4, PS4 Pro déjà. Et c'est là que c'est intéressant, pourquoi? Parce que côté Xbox, ils n'ont eu aucune difficulté. Et oui, on peut se poser la question. Parce que les deux, je vous rappelle, Xbox One X et PS4, PS4 Pro étaient déjà en AMD, architecture GCN, toutes les deux. On est passé en architecture RDNA2 AMD. Côté Xbox, ça n'a posé aucun problème. Côté PlayStation, ça a été plus difficile et on ne parle même pas de la rétrocompatibilité impossible avec la PS3. Pourquoi? Eh bien parce que PlayStation depuis toujours intègre dans ses GPU en particulier des codes hardware embarqués, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire des parties de soft qu'ils vont embarquer en hardware dans le GPU. Ainsi, il explique qu'il y a plusieurs centaines de codes spécifiques comme ça dans la PS4, PS4 Pro qu'il a fallu bien entendu adapter dans la PS5 par software, programme de rétrocompatibilité software. Bien entendu, pour la PS3, c'était impossible, tellement il y avait de différences en termes de GPU et de CPU. Je vous rappelle, un Cell en CPU et un Nvidia RSX basé sur une architecture NV40 en GPU très loin de l'AMD GCN. Donc, ils ont abandonné rapidement l'idée. Petite anecdote amusante, il a même précisé que sur certains jeux, la PS5 se montrait trop rapide, c'est-à-dire le personnage bougeait trop vite. Ils ont dû donc mettre des timelines, des codes pour pouvoir ralentir le personnage et l'adapter en fonction de ce qu'il y avait sur la PS4. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé aussi du ray tracing. Pour lui, le ray tracing était important. On se posait la question si ça avait été finalement intégré un peu à la fin, un peu à la va-vite ou pas, dans les GPU de la PlayStation, en particulier de la PS5. Écoutez, apparemment, en tout cas, vu comme il le décrit, lui, il y avait pensé depuis longtemps. Il a dit que c'était la même marche technologique que ce qu'il y avait eu entre la 2D et la 3D, c'est-à-dire une marche énorme. Il explique ainsi que plusieurs jeux PlayStation bénéficient déjà sur la PS5 du ray tracing, et que les ombrages par exemple de Call of Duty Black Ops en bénéficient également. Bref, pour lui, c'est une marche indispensable pour l'avenir. Bien entendu, il est revenu sur le Tempest, en expliquant sa technologie, c'est-à-dire l'intégration du Tempest en hardware pour avoir une sonorité en 3D magnifique partout. Il explique d'ailleurs un détail intéressant, par exemple dans Returnal. Returnal, c'est sans doute, pour moi en tout cas, le jeu qui exploite le mieux le Tempest. Eh bien, dans Returnal, à un moment donné, il y a de l'eau qui tombe. Il explique qu'il a fallu 12 sources audio capturées en temps réel au même moment pour reproduire cet effet-là dans le jeu. C'est juste énorme. Ce qui est marrant aussi, c'est que la puce Tempest, et bien finalement, c'est un compute unit, c'est-à-dire grosso modo, ils ont pris l'équivalent d'un compute unit d'un GPU qui fait des calculs en virgule flottante et ils l'ont adapté pour le Tempest parce que l'audio, c'est comme le graphisme, il y a des opérations arithmétiques en virgule flottante et donc ils pouvaient parfaitement utiliser l'équivalent de ce qui était utilisé pour le graphique pour l'audio. Pour finir, les revenus pas mal sur la DualSense avec l'haptique, avec bien entendu les retours de force.
et les vibrations, un petit objet technologique qu'il a dû adorer concevoir avec ses équipes, je m'en doute, à avoir son sourire, et puis il en a beaucoup parlé. Et ce qu'il a beaucoup aimé, il l'a dit lui-même, c'est dans Ghost of Tsushima par exemple, lorsqu'on est au galop, la différence de sensation lorsqu'on galope sur de la terre, sur de la boue ou sur de la pierre. Donc il est très fier de cet objet technologique et je peux le comprendre. Donc voilà, en gros on sent que l'homme est vraiment, il adore la technique, il adore être à la pointe de la technique, avoir des idées assez novatrices. Et il faut reconnaître que la PS5 de ce côté-là, oui, elle est assez novatrice. Ça ne veut pas dire que c'est une meilleure console que la Xbox, ça veut dire que simplement ils ont essayé par différentes touches d'apporter quelque chose de différent, ce qui est très intéressant pour l'avenir. Ça ne veut pas dire que ce sera gardé d'ailleurs pour l'avenir, mais ça donne d'autres directions toujours intéressantes. Plus il y a de directions, plus finalement on peut piocher dans l'une ou dans l'autre pour l'avenir. Vous verrez que Xbox par exemple pour sa manette, sa prochaine manette, la manette sera un peu différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Ça restera asymétrique car elle est très confortable comme ça, mais je suis sûr qu'il y aura d'autres modes qu'une simple vibration de base. En conclusion, j'ai trouvé cette interview très intéressante, toujours sur le même ton. Marc Cerny est très calme, c'est une personne apparemment très calme, mais c'était intéressant, on voit quand même l'œil du passionné derrière. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.